Ok, salut la team, donc on se retrouve dans ce nouveau vlog et ce tout premier vlog sur cette chaîne YouTube. Donc déjà je commence par vous dire soyez indulgents. Le but c'est de s'améliorer avec le temps. Donc la mission aujourd'hui c'est que je me dirige donc à Rouen, c'est à 2 heures de chez moi. J'ai pas mal de routes à faire, donc le but c'est d'y aller, de visiter l'appartement et de signer l'appartement. Donc ça va faire beaucoup de choses en même temps. Le propriétaire est déjà ok, je vais déjà expliquer tout ce qui est sous-location. Et d'ailleurs pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, donc moi je fais de la sous-location professionnelle, c'est-à-dire que je vais louer des appartements à des propriétaires via ma société et avec leur accord et bien sûr avec un bail qui est adapté, je vais pouvoir sous-louer l'appartement sur des plateformes telles que Airbnb et Booking pour pouvoir accueillir des professionnels en déplacement. Donc oui, bien sûr, tout ça c'est légal, mais il ne faut pas le faire de n'importe comment parce que si c'est une activité qui est très encadrée et il y a des choses claires à suivre pour pouvoir le faire parfaitement légalement. Donc oui, c'est légal. Donc si tu ne connais pas, je vais pouvoir te montrer toute ma journée aujourd'hui pour voir comment ça se passe dans un business de sous-location, comment se passe l'ameublement, la signature, la visite. Une fois que j'aurai signé l'appartement, qu'est-ce que je vais mettre en place pour automatiser, trouver les prestataires de ménage. Bref, automatisation, plein de choses pour que vous voyez vraiment dans le concret comment ça se passe la mise en place d'une sous-location. Donc comme je vous ai dit, j'ai 2 heures de route, donc c'est parti. Avec la ceinture, c'est sûr que ça va être mieux. Hop. Alors, comme je vous ai dit, le détail aujourd'hui, la mission, signer cette sous-location. Pour vous expliquer un peu, en fait, c'est avec une personne qui m'a contacté sur Insta, qui m'a expliqué que tout simplement, il allait rendre sa sous-location pour X et Y raisons, avec d'autres activités qu'il a à côté. Du coup, il a décidé de stopper la sous-location. Et à premier abord, ça pourrait faire très peur dans le sens où on se dit pourquoi cette personne elle arrête, pourquoi il rend sa sous-location, est-ce que c'était rentable, est-ce que finalement il ne rend pas juste parce que c'est pas rentable. Non, j'ai quand même bien étudié le dossier, j'ai appelé la personne, on a pas mal discuté et j'ai pu voir dans le détail qu'en fait, oui, les raisons qu'il m'a dit que tout simplement voilà, il avait d'autres activités à gérer également, que en fait pour moi c'était une bonne opportunité et comme je vous ai dit, c'est à 2 heures de chez moi. Donc il y a d'autres personnes qui à 2 heures de chez soi n'aurais pas pris la peine de prendre cet appartement. Moi, je prends cet appartement parce que quand on a les bons systèmes d'automatisation qu'on met en place dans une sous-location, parce qu'il faut savoir c'est une activité qui peut pas mal s'automatiser et qui peut surtout se gérer à distance, c'est surtout ça le point fort. Et je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure où je vous montrais une petite capture d'écran, je me suis pris un peu à l'avance pour justement trouver des prestataires sur place, que ce soit des prestataires de ménage, etc. Et en même pas, j'ai posté l'annonce très tard sur Le Bon Coin et des plateformes que je vous montrais juste après. J'ai posté l'annonce très tard et en même pas 30 minutes, j'ai eu 6-7 prestataires qui m'ont demandé et qui étaient disponibles pour pouvoir faire mes prestations de ménage sur place. Et il faut savoir que les prestations de ménage, l'équipe de ménage, c'est vraiment eux qui vont… En vrai, c'est nos bras droits. C'est nos bras droits. Si on n'avait pas les prestataires de ménage, on ne pourrait rien faire dans ce business parce qu'ils vont vraiment nous gérer tout ce qui est sur place. Le ménage, le linge, même quand il y a des petits imprévus, s'il y a une clé qui est perdue, etc. C'est eux qui vont faire les déplacements, moyennant supplément bien sûr. À part après, moi aussi j'ai des prestataires de confiance où voilà, ils ne me prennent rien parce que voilà, on s'entend bien et on travaille ensemble depuis longtemps. Et c'est pas pour 10 €, 20 € qu'ils vont me facturer. Mais voilà, il faut vraiment créer des bonnes relations avec vos équipes de ménage parce que si vous ne créez pas ça, ça va être vraiment compliqué par la suite pour justement bien automatiser, déléguer et gérer votre business à distance parce que comme je vous ai dit, vraiment c'est nos bras droits sur place. Là, on est sur la route. Ça a déjà un peu diminué, 2h15, enfin arrivé à 14h15 plutôt et 2 heures de route. Donc j'ai rendez-vous à 15h là-bas avec la mère du propriétaire du coup parce que le propriétaire a l'air quand même pas mal occupé, en tout cas il n'avait pas le temps de pouvoir passer et le but c'est vraiment de faire tout en même temps, l'état de sortie, état des lieux de sortie avec l'ancien locataire, entrée avec moi avec état d'entrée des lieux avec moi et puis signature du contrat par la suite directement si l'appartement me convient parce que faut savoir que le propriétaire du coup, son ancien locataire c'était déjà une société de sous-location
Et donc, il connaît le concept. Et il voulait uniquement une société de sous-location et rien d'autre. Donc ça, c'est fou. Et ça montre que vraiment les propriétaires, quand ils comprennent bien l'activité, au final, après, ils veulent plus lâcher. Le propriétaire, il a reçu des dizaines de demandes sur le Bon Coin, mais il voulait que passer par une société de sous-location. Et moi, je vais visiter l'appartement aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment dans l'optique où si l'appartement il me plaît, ok, c'est parti, on signe. Et le propriétaire, il sait qu'il va avoir un revenu régulier sur du long terme, sans avoir à changer de locataire tous les 2 ou 3 ans. Et en fait, pour les propriétaires, c'est gagnant. Encore une fois, il faut savoir expliquer les avantages et avoir une bonne approche pour convaincre les propriétaires. Parce que c'est vraiment gagnant pour eux. Les propriétaires sont vraiment gagnants dans cette histoire. Là, déjà, premier péage. Je pense que vous connaissez tous ce péage, hein. En tout cas ceux qui habitent en Ile-de-France. Le plus, c'était dans un tunnel. Ah si, c'est là, juste là, 10,50 €. Donc la carte de la société pour pouvoir payer. Prends le petit ticket pour la compta, toujours. Et c'est parti, on y va. Je sais qu'il est très très long, donc on va voir combien de temps ça dure. Donc là, il est 12h53. On va voir à quelle heure on sort. Alors, une visite, comment ça se passe? Il faut savoir que déjà, 80% de ce qui va se passer à la visite, c'est par rapport à ce que vous aurez fait dans votre premier appel, quand vous allez contacter un propriétaire. Les avantages de la sous-location, si vous êtes nouveau ou pas, vous allez peut-être les connaître ou pas, mais je vais les répéter au cas où. Impayé. Ça veut dire que le propriétaire ne peut pas avoir d'impayé avec nous. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un bail qui est rédigé par un avocat. Et dans ce contrat-là, il est écrit noir sur blanc que si jamais on commet un impayé, on est expulsé de l'appartement directement, immédiatement. Et c'est tout à fait légal. Avec nous, en tant que société. Par contre, avec un locataire traditionnel, un propriétaire ne peut pas expulser son locataire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des règles d'expulsion et le propriétaire ne peut pas l'expulser comme ça. Il doit suivre une procédure assez stricte. C'est-à-dire, il doit respecter la période de trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est une période où les propriétaires ne peuvent pas expulser leur locataire. Et en fait, pour faire court, quand un propriétaire veut expulser son locataire, ça prend 2 ans. Pendant 2 ans où le propriétaire, en fait, il n'a pas de loyer, il a un crédit à payer derrière et forcément, c'est compliqué. Et quand toi, tu viens avec une société de sous-location, tu lui dis, ok, si jamais moi, je ne paye pas, vous me mettez dehors, forcément, ça le rassure. Il se dit, ok, déjà, ce risque, je l'ai en moins. Deuxième chose, c'est l'entretien de l'appartement. L'entretien de l'appartement, le propriétaire, quand il va travailler avec nous, il faut savoir que forcément, nous, on a une clientèle de passage. Si on a une clientèle de passage, il faut que nos clients soient satisfaits. Si nos clients sont satisfaits, tout simplement, on n'a pas le choix, c'est une obligation qu'on prenne soin de l'appartement. Donc si on prend soin de l'appartement, le propriétaire, son appartement, il reste dans un état nickel. Et nous, nos clients, ils vont être satisfaits. Donc en fait, c'est dans notre intérêt mutuel. Et c'est vraiment ça, dans tous les cas, de manière générale, dans toute la conversation que vous allez avoir avec le propriétaire, c'est qu'il faut lui faire comprendre que c'est un partenariat gagnant-gagnant que vous mettez en place. C'est vraiment ça ce qu'il faut lui faire comprendre. Donc je vous ai dit impayé, je vous ai dit entretien de l'appartement. Et après, il y a plein d'autres avantages. Franchement, des avantages, il y en a une dizaine, une vingtaine. D'ailleurs, ça me fait penser, vous vous dites peut-être, mais en fait, pourquoi le propriétaire, il ne le fait pas lui-même? Il sait qu'on va gagner plus d'argent que le loyer qu'on lui paye. Pourquoi il ne le ferait pas lui-même? Tout simplement parce qu'il y a des propriétaires, ils n'ont pas le temps. Ils ont une activité à côté. Il n'y a pas que des investisseurs immobiliers aguerris qui veulent gérer eux-mêmes leurs biens. Il y en a qui veulent, c'est juste du patrimonial. Et il y en a beaucoup même de propriétaires dans ce cas de figure en France qui veulent juste du patrimonial, avoir un loyer qui tombe, avoir un locataire, avoir leurs revenus, payer leur crédit. Pourquoi pas générer un petit cash flow et puis c'est tout. D'ailleurs, récemment, je parlais avec quelqu'un sur Insta. Il avait suivi une formation, etc. Et il se trouvait avec un appartement où il n'était pas rentable. Il n'était pas rentable, il avait 2 appartements, il n'était pas rentable. Mais en cette période, en fait, là on est au mois d'octobre, moi mes appartements sont pleins et c'est pas quelque chose de compliqué, encore une fois, quand tu connais les bons process.
Donc voilà, je lui ai donné quelques petits conseils pour pouvoir essayer de louer ces appartements. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas signer n'importe quel appartement en sous-location. Quand vous prenez un appartement, le but, ce n'est pas de prendre le premier appartement. Et moi, c'est une erreur que j'ai faite quand je me suis lancé. C'est que j'ai pris énormément d'appartements. J'ai pris la première année, j'ai signé 12 sous-locations. Il y en a qui ont fait mieux, il y en a qui ont fait moins bien. C'est pas pour voilà, mais 12 sous-locations, c'est déjà pas mal. Ça équivaut à une sous-location par mois. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris quasiment toutes les sous-locations, tous les propriétaires qui me disaient oui, je prenais les sous-locations. Et en fait, en soi, c'était un peu dans mon game plan, on va dire ça comme ça, dans le sens où je me disais, ok, j'ai fait mon analyse de marché, etc. Mais j'étais tellement déterminé à prendre toutes les sous-locations et à tout faire pour quitter le salariat et mes études, parce qu'à ce moment-là, voilà, j'étais encore étudiant en alternance, donc je faisais les deux. Et j'étais tellement déterminé, je me suis dit, ok, ça fait partie de ma stratégie. Je sais que ces appartements, théoriquement, avec l'analyse de marché que j'ai faite, c'est pas rentable, mais je vais quand même les prendre et on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris peut-être 2-3 appartements comme ça, où au final, quand je dis c'est pas rentable, c'est-à-dire que en fait à l'année tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 1000 euros, 100 euros par mois, 200 euros par mois. Et on fait pas ça, on ne prend pas un appartement pour faire 100 euros, 200 euros de bénéfices par mois. La target qui est atteignable et qu'il faut viser quand vous signez un appartement en sous-location, c'est d'aller chercher un appartement à 500 euros de bénéfices par mois minimum, ou 400 euros, allez, minimum. Et plus. Moi, j'ai des sous-locations où je fais 800, 1000 euros tous les mois. Et c'est quelque chose qui est possible. Mais il faut pas faire la même erreur que moi. Justement, c'est pour ça que je vous disais, ce vlog-là, ça vous permet d'en savoir un peu plus sur mes erreurs, ce que j'ai fait, et pour que vous aussi, si vous êtes intéressé pour vous lancer, pas faire les mêmes erreurs que moi. Mais j'ai encore loupé une sortie. Tellement occupé à vous raconter mes histoires. Je suis tellement impliqué pour vous, pour pas que vous vous loupez, pour pas que vous vous loupiez dans votre lancement dans la sous-location professionnelle, que je prends le mauvais trajet. Ah, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Je sais même plus où j'en étais, ce que je vous racontais. Donc là, on va pas se tromper, c'est Versailles. Ok. La première fois que je vais à Rouen, donc le trajet, je le connais pas du tout. À Reims, aujourd'hui, je peux y aller les yeux fermés. Parce que je suis allé tellement de fois là-bas. Bon, je me tape un autre péage, décidément. C'est la journée. C'est la journée du péage. Bon, on va voir combien on va payer pour ce deuxième péage. Allez, 9 euros en plus. Hop. Mais ce deuxième péage, je crois que je le prends parce que je me suis trompé. Hop. On verra de toute façon. Je vais pouvoir revenir sur ce que je vous disais par rapport à mon erreur, à mon lancement, sur le choix des sous-locations. Donc aujourd'hui, si vous vous lancez dans la sous-location professionnelle, ne faites pas la même erreur que moi. Sélectionnez bien vos appartements, c'est-à-dire faites une bonne analyse de marché. Si déjà à partir de l'analyse de marché c'est pas rentable, ne prenez pas cet appartement. En fait, vous allez perdre du temps tout simplement, et en fait vous allez avoir de la gestion sur cet appartement. Or que il va vous ramener 100 euros, 150 euros par mois, et c'est pas le but. Donc encore une fois, je vous le répète, avec ces appartements, je n'ai pas perdu d'argent, parce que vraiment pour perdre de l'argent avec une sous-location sur une année, ça veut dire sur 12 mois d'exploitation, perdre de l'argent, il faut vraiment y aller. Mais moi, ce qui s'est passé avec ces sous-locations que au final j'ai rendu à ces différents propriétaires, c'est qu'en fait je faisais 1000 euros, 1500 euros de bénéfices à l'année, et en fait c'est pas intéressant quand on ne fait pas tout ça pour ça. Et également le bail de sous-location, en tout cas que moi j'utilise, chacun un peu son propre bail, mais moi le mien, il y a une clause justement qui explique que si jamais en tant que société de sous-location tu n'es pas rentable, tu vas pouvoir quitter l'appartement, peu importe la période. Donc toi aussi ça te sécurise en tant que société de sous-location, mais vraiment ça c'est dans le pire des cas. Encore une fois, si tu fais une bonne analyse de marché, cette clause elle est vraiment là pour te protéger si jamais il se passe quelque chose de hors norme. Mais sinon, si tu fais ta bonne analyse de marché, derrière cette clause tu l'utiliseras jamais. Donc c'est pour ça qu'également avoir un bon bail de sous-location qui est bien rédigé, c'est super important, parce que ça va bien vous couvrir. Et il ne faut pas avoir un bail qui est rédigé par ce ChatGPT, qui est rédigé sur internet, que vous allez trouver sur internet, ou utiliser un bail commercial. J'en vois beaucoup qui utilisent un bail commercial ou qui utilisent un bail dérogatoire.
Moi, ce que j'utilise, c'est un bail de droit civil. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, moi, j'accompagne les personnes à se lancer dans la sous-location professionnelle. Et pour ces personnes-là, justement, c'est un bail qui est inclus et qui est offert dans l'accompagnement. Donc, c'est un bail qui coûte à peu près 1000 euros, 1500 euros selon l'avocat qui va vous le rédiger. Et donc, en fonction de ça, c'est une dépense que vous allez avoir, un coût supplémentaire si jamais vous décidez de vous lancer tout seul de votre côté. Et d'ailleurs, ça, c'est un bon point à aborder. Est-ce que c'est obligatoire de prendre un accompagnement, une formation pour se lancer dans la sous-location? Déjà, bien pour préciser, moi, ce n'est pas une formation que j'ai, c'est vraiment un accompagnement où je t'accompagne à te lancer. Tu as accès à mon WhatsApp, tu peux me solliciter quand tu veux. Bref, je ne vais pas tout détailler ici, on n'est pas là pour ça. Mais dans tous les cas, si tu es intéressé, je te mettrai un lien dans la bio que tu pourras aller consulter. Et voilà, c'est un appel totalement gratuit où déjà dans un premier temps, le but, c'est pas de te vendre un truc à tout prix. C'est déjà de voir si je peux t'aider à te lancer dans la sous-location, voir quelles sont tes difficultés. Et si je peux t'aider, et si tu corresponds aux personnes que je peux aider, voir comment je peux t'aider. Donc voilà. Bref, aparté terminé. Pour revenir sur ce que je disais, oui, est-ce que c'est obligatoire de prendre un accompagnement, une formation pour se lancer dans la sous-location? Pour moi, c'est pas obligatoire. Et en fait, comme dans tout, tu peux y arriver par toi-même. C'est tout simplement que en essayant de le faire par toi-même, par exemple, l'erreur que moi je t'ai donnée au fait de prendre les premières sous-locations qui viennent, etc., tu l'aurais appris sur le terrain, comme moi je l'ai appris sur le terrain. Et le fait que moi, en vrai, avec un accompagnement, j'ai fait l'erreur pour toi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ce genre d'erreur qui va te faire perdre du temps, parce que moi ça m'a fait perdre du temps, c'est des appartements que j'ai gardés plusieurs mois, voire un an, et j'ai pas perdu d'argent encore une fois avec ces appartements-là. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aurais pu éviter et économiser en fait, tout simplement. Et le fait de prendre un accompagnement, c'est que ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et d'aller droit au but et de ne pas faire les erreurs toi-même pour apprendre par toi-même et perdre du temps, tout simplement. Donc oui, c'est tout à fait possible de te lancer dans la sous-location professionnelle sans accompagnement. Tu vas faire des erreurs et c'est ça. En fait, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à faire les erreurs qui vont te faire perdre du temps et de l'argent? C'est tout simplement ça en fait. Et c'est normal. Et encore, les erreurs, c'est pas comment dirais-je, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire si tu fais des erreurs, c'est normal. Ça fait partie de l'entrepreneuriat et c'est tout à fait normal. Mais il faut juste être OK si tu te lances tout seul de ton côté, que tu vas commettre des erreurs qui vont te faire perdre du temps et de l'argent. Et que si tu prends un accompagnement de qualité, c'est sûr que voilà. Moi, j'ai croisé des personnes qui vendaient des accompagnements, des formations, et 2 semaines après, ils n'étaient plus sur les réseaux. J'en ai vu des personnes comme ça. Donc déjà, dans un premier temps, faites vraiment attention avec qui vous formez. Mais oui, c'est possible de se lancer tout seul, mais il faut être OK avec les conséquences que ça a derrière. Mais avec un accompagnement, c'est sûr que moi, par exemple, déjà, juste avec le fait qu'il y ait un bail qui est inclus à l'intérieur, l'accompagnement en soi il est rentabilisé parce que tu n'as pas cette dépense à se faire et en plus de ça tu as tout un accompagnement qui va avec. Et moi-même quand je me suis lancé dans ce business, je me suis formé et d'ailleurs ça me fait penser, c'est exactement la réflexion que j'ai eue quand je me suis lancé. Je me suis dit ok, là je me lance dans la sous-location, il y a des personnes qui font des formations, je me suis renseigné sur les différentes personnes, je me suis renseigné avec les personnes qui avaient le plus de crédibilité, avec lesquelles je me voyais le mieux à travers eux. Et je me suis dit, ok, ça va être cette personne que je veux me former. Dans cette formation, moi, c'est une formation que j'ai prise à ce moment-là. Ce n'était pas un accompagnement, c'était vraiment une formation. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais un accompagnement aujourd'hui. Parce que je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un accompagnement, d'avoir une personne. En tout cas, tu peux solliciter 7 jours sur 7 pour pouvoir poser ta question. Moi, j'avais pas ça, j'avais une formation. Il y avait tout ce qu'il fallait dedans pour me lancer dans la sous-location professionnelle. Mais par exemple, j'avais pas une personne, ok, à 20h, si j'ai envie de lui envoyer un message pour lui poser une question et il va me répondre, je sais qu'il va me répondre dans l'heure. Et ça va me permettre de continuer à avancer dans mon lancement dans la sous-location. J'avais pas ça, tu vois, par exemple. Donc, c'est pour ça que moi, je fais un accompagnement aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je regarde. Sortie 33, numéro 33. Je pense que c'est là. N12, ouais, c'est ça. N12, c'est ça. Je suis en bonne direction Rouen. D'ailleurs, j'ai un appartement à Versailles, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est exactement le même trajet que je prends pour aller
À Versailles, je sors ici, je prends cette sortie-là, juste ici, direction Versailles Centre. Mais ok. Ce que je disais, je ne sais plus encore une fois, encore coupé par les problèmes de trajet. Mais oui, par rapport à ce que je disais, du coup, c'est exactement la pensée que j'avais à mon lancement. C'est que voilà, je peux avoir une formation avec lequel dedans il y a le bail. J'ai toutes les connaissances qu'il me faut pour se lancer, que ce soit la légalité, les outils à utiliser, convaincre un propriétaire, comment automatiser mes appartements. Il y avait tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer avec cette formation. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir prise parce que si je ne l'avais pas prise cette formation, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est mon point de vue. C'est vraiment comme ça que je me suis lancé. C'est mon retour d'expérience. Pour moi, prendre ces choses-là pour pouvoir se former et se lancer, c'est vraiment primordial. En tout cas, si tu ne veux pas perdre de temps et vraiment aller droit au but. Et moi, quand je me suis lancé, vraiment, j'étais déterminé, mais à un point, vraiment, en plus, d'ailleurs, moi, je suis vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça veut dire que je travaille vraiment beaucoup et il y a des personnes qui disent qu'ils travaillent beaucoup. Bon, on n'a pas la même notion de travailler beaucoup, mais après, il y a des personnes qui travaillent encore beaucoup plus que moi, ça c'est sûr et certain. Mais déjà, moi, je travaille entre 10 et 12 heures par jour. En tout cas, même quand je me suis lancé, c'était vraiment toute ma journée. En fait, je faisais tout le temps quelque chose. Que ce soit le matin, soit j'allais en cours, soit j'allais en entreprise. Ensuite, quand je rentrais, c'était démarchage. Je me formais en même temps, je regardais ma formation. Il y avait plein de choses, tout le temps. Et même avant la sous-location, j'ai toujours été un bosseur. Depuis mes 18 ans, j'ai commencé à bosser. J'avais un membre de ma famille qui m'a pistonné à Auchan. J'ai pu travailler à Auchan. Dès que j'ai eu mes 18 ans, moi je suis né en février. Donc février, j'ai eu 18 ans. Les grandes vacances, directement, j'ai commencé à bosser les grandes vacances. Ensuite, je faisais des petits jobs à droite à gauche. J'ai fait quoi? J'ai travaillé en tant que préparateur de commandes, que ce soit chez Amazon. J'ai fait de l'intérim. Tout ça en parallèle de mon job, de mes études. Je vous dis, c'est vraiment tout ça en parallèle de ces différentes activités. Et vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Amazon, c'était vraiment quelque chose. Aussi, je me rappelle très bien. En fait, même il y a des jours où je faisais du 7 sur 7 pendant les grandes vacances avant de me lancer dans la sous-location. Donc moi, je m'étais lancé en novembre, je crois, un truc comme ça. Et avant de me lancer dans la sous-location, je faisais du 7 sur 7. Ça veut dire que pendant les grandes vacances, du lundi au vendredi, je travaillais une société qui s'appelle Arpège. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un peu comme le Crous. C'est des jeunes, étudiants, ils habitent dans des petits studios. Et du coup, je m'occupais un peu, j'étais gestionnaire là-bas. Je m'occupais des états des lieux, photos, entrées, sorties, etc. Donc voilà, je m'occupais de tout ça. Et une fois que je finissais mon boulot la semaine, donc du lundi au vendredi, comme je vous ai dit, je faisais ça, de 9h à 17h, voilà, un taf classique. Et le samedi, dimanche, à Amazon, je faisais 9h. Le samedi, je faisais 7h, 19h. Et le dimanche, je faisais 9h, 21h. Et vraiment, c'était une belle époque parce que vraiment, je travaillais énormément à ce moment-là. Je travaille toujours énormément, mais vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment du travail physique. C'était des déplacements, je me déplaçais sur place, etc. Et surtout, quand tu travailles pour toi, c'est pas la même chose que quand tu travailles pour un patron. Là, aujourd'hui, je travaille toujours autant, entre 10 et 12 heures par jour. Par contre, je sens pas la même fatigue que j'avais à cette époque. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais vraiment, le fait de travailler pour soi et le fait de travailler pour quelqu'un, le sentiment, il n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, je peux travailler toute la journée pour moi. Demain, j'enchaîne. Toute la semaine, j'enchaîne. Et c'est parti, quoi. Vraiment, je ne sens pas d'énormes différences. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, c'est une erreur, encore une fois, que j'ai faite, que je vous partage. C'est le fait de... Au bout d'un moment, en fait, quand tu travailles trop et t'enchaînes trop de travail, c'est contre-productif. Et ça peut paraître bizarre à dire, mais quand tu travailles trop, c'est contre-productif parce que t'as trop la tête dedans. T'as pas de recul, t'as pas de vision d'ensemble. Et en fait, tu es toujours trop dans le travailler. Et au final, tu fais du surplace. Et ça, au bout d'un moment, j'ai fini par le comprendre. Il faut
soit parfois prendre des week-ends ou voilà, tu travailles, je sais pas, par exemple, un mois intensif et après une semaine, tu prends une semaine de repos. Et moi, mes proches m'ont souvent dit, bah, tu travailles trop, tu bosses trop, réduis la cadence, t'es jeune. Vraiment, celle-là, combien de fois je l'ai entendu? T'es jeune, profite de ta jeunesse. Mais en fait, moi, c'est pas du tout la vision de la vie que j'ai. C'est pas du tout cette vision-là. Moi, la vision de ma vie, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. D'ailleurs, partagez-moi ça en commentaire. Le but, voilà, c'est d'échanger aussi. Mais moi, pour moi, c'est aujourd'hui que je dois travailler. C'est aujourd'hui que je dois faire les choses. Bon, on va pas se tromper encore une fois de trajet. Laisse-moi m'insérer, merci. Ma vision de la vie, c'est de travailler maintenant pour pouvoir profiter plus tard. C'est pas du tout de profiter aujourd'hui pour pouvoir travailler plus tard. Non, pour moi, je suis jeune. C'est aujourd'hui que je dois faire les choses. C'est aujourd'hui que je dois mettre les bases, construire les bases, les fondamentaux pour ensuite profiter de ma vie tranquillement. J'aurais mis en place des systèmes, j'aurais plusieurs sociétés, plusieurs sources de revenus et ça va tourner. Et là, après, je pourrais prendre le temps de profiter de ma vie, avoir une vie de famille, etc., etc. Mais moi, ma vision de la vie, c'est vraiment l'inverse. Il y a beaucoup de gens, même trop de gens, même notre génération, en fait, quasiment tout le monde fait ça en fait. La génération d'aujourd'hui, c'est profiter aujourd'hui, mais ils ne pensent pas à demain. Moi, je vois vraiment la chose à l'endroit pour moi, et les autres les voient à l'envers. C'est qu'il faut travailler maintenant, construire, se former, investir sur soi maintenant pour par la suite pouvoir profiter justement de ce qu'on aura mis en place. À mon âge aujourd'hui, moi j'ai 23 ans et franchement j'ai encore tout le temps de me construire. J'ai tout le temps, et encore une fois, ça peut paraître à contresens. J'ai tout le temps de me construire, mais c'est maintenant que je dois le faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le temps est compté. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tout le temps, mais j'ai pas le temps. J'espère que vous allez me comprendre dans ce que je dis sur ce sujet-là, parce que moi c'est vraiment un point important pour moi. Et pour moi, il y a trop de personnes qui disent qu'ils veulent bosser, qui disent qu'ils veulent faire ci, qu'ils veulent faire des choses, etc. Mais en fait, il n'y a pas les actions. Et en fait, il faut juste faire. Agir, c'est supérieur au perfectionnisme. Ça, je le dis toujours. Je le dis toujours et je le dirai toujours. Agir, c'est supérieur au perfectionnisme. C'est-à-dire que tu vas faire des erreurs, tu vas commettre des erreurs, mais les erreurs, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, une fin en soi. Ça va te permettre d'apprendre, ça va te permettre d'évoluer et de découvrir des choses. Si tu ne fais rien, tu n'avanceras pas. C'est en faisant des erreurs que tu avances. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois et qu'il faut voir la chose. Pour moi, c'est vraiment comme ça. En France, on dit que l'échec, quand tu as des mauvaises notes, etc., on diabolise l'échec. Or que non, pas du tout. Ça devrait être quelque chose de normal. Et ça devrait être appris dans les écoles que l'échec, non, ça fait partie de la quête, du projet. Et sans échec, il n'y a pas de réussite. Donc voilà, c'était un peu le moment mindset. Mais je pense que c'est important aussi de parler de ça. Pour les personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes que moi, qui veulent se lancer dans le business, et même aux personnes qui partagent les mêmes idées que moi, et même peut-être aussi les personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que moi, et le fait que justement d'en parler, ça va un peu les éveiller sur cette partie-là, et donc que vous deveniez d'accord avec moi ou complètement pas d'accord, et dans ce cas-là, chacun peut avoir son opinion et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il n'y a pas de problème avec ça. Toujours sur le trajet, j'ai d'ailleurs le propriétaire qui m'appelle juste ici. Je vous reprends tout de suite, je vais lui répondre. Ok, donc je viens d'avoir le propriétaire au téléphone. Donc voilà, c'était juste pour confirmer la visite. Voilà, il m'a expliqué un peu comment ça va se passer sur place avec, comme je vous ai dit en début de vidéo, sa mère. Comme je vous ai dit, sa mère qui va s'occuper de l'état des lieux. Il nous reste 1h05, ça se débouche un peu devant. On va pouvoir accélérer la cadence à 130. Il reste 40 minutes, toujours sur la route. En vrai, ça passe vite 2 heures. Donc j'ai déjà l'impression d'être quasiment arrivé. On continue. Voilà, on est bientôt arrivé. Il reste 22 minutes juste ici. On va bientôt sortir d'ailleurs là.
Voilà, en tout cas, j'espère que tout ce que je vous aurai partagé pendant ce trajet, ça va vous aider. Vraiment, je vous ai parlé comme si vous étiez assis à côté de moi, même s'il n'y a personne. Le but, c'était voilà, de rien cacher, sans filtre, de vous partager un maximum de choses pour que ça puisse vous aider à lancer. On a parlé un peu de tout, du business, du mindset, du perso. Voilà, on est bientôt arrivé. Changement d'itinéraire. On est bientôt arrivé et dès qu'on est sur place, je vous montre tout ça. Bon la team, je viens d'arriver, je suis un peu en avance, il est 14h45. Je pense que je vais vous faire un petit tour, même moi, pour découvrir un peu le secteur. Donc on va y aller. Je suis jamais venu ici, on a l'air vraiment d'être en plein centre-ville, hein, vous voyez. Une cathédrale ici, je pense qu'on va faire un tour là-bas rapidement. Vous voyez, on est vraiment dans le centre, hein. Il y a les bus qui passent, le petit Rouen ici, la petite cathédrale ici. Tout comme un touriste. Mais non, on n'est pas là pour être un touriste, on est là pour le business, pour de la sous-location. On va faire le touriste dans 5 petites minutes, après on va repasser aux choses sérieuses. Faut pas oublier pourquoi on est là. Donc voilà. Il y a vraiment la même chose à côté de mon appartement à Reims. C'est comme si je recommençais le jeu en fait. Vraiment, c'est comme si je recommençais le jeu quand je signais ma première sous-location, mes premières sous-locations à Reims. C'était vraiment la même chose, le même sentiment. Vous voyez, il y a plein de boutiques et tout. Franchement, ça va être top ça. Ça va être top pour attirer les clients. Je vous dis, l'appartement, il est dans ses alentours, hein, il est à 5 minutes du centre ici, là. Donc vraiment, en tout cas, niveau emplacement, il n'y a pas de raison que ça cartonne pas. Et vous savez ce qu'on dit, hein, dans l'immobilier, ce qui prime, c'est l'emplacement. Ah, on a une belle vue comme ça. J'avais pas fait attention. Bon, on a pu voir comment est situé le centre-ville. C'est intéressant. Quand vous choisissez des appartements en sous-location, pensez bien à vérifier que il y a des choses à faire aux alentours. Là, il y a le centre historique, il y a des centres commerciaux, il y a plusieurs boutiques. Donc là, vraiment, niveau emplacement sur cet appartement, j'ai envie de te dire, c'est 10 sur 10 quoi. Il n'y a pas que ça à prendre en compte, mais c'est quand même important. Donc on va se préparer. Ma voiture, elle est là d'ailleurs. Donc c'est parti, on y va à la visite. La team, on se retrouve dans l'appartement. Donc j'ai fait la visite. On n'a pas pu faire l'état des lieux parce que la propriétaire, du coup j'ai fait la remise des clés avec la mère du propriétaire. Mais elle était assez pressée, mais j'ai quand même eu les clés. Donc c'est le principal. J'ai déjà fait un tour de l'appartement, j'ai tout vérifié, je vais vous montrer tout ça. Mais en soi, dans l'appartement, il n'y a quasiment rien à faire, pour vous dire la vérité. Je venais vraiment avec un esprit où j'allais devoir préparer des choses, etc. Mais là, de ce que je vois, de ce qu'il y aura à prévoir dans l'appartement, j'ai juste du linge à acheter. En termes de meubles, il y a tout. Il y aura un peu de déco, comme je vous ai dit, je vais vous montrer ça. Mais franchement, mis à part ça, il n'y a rien de prévu. Et tout ce qui est travaux, etc., ça, je vais pouvoir le gérer à distance. Il y a déjà tout ce qui est boîte à clés, etc. installé. Et d'ailleurs, regardez. Juste ici, vous avez tampon gâche. Donc, petit tips pour ceux qui veulent ouvrir l'immeuble à distance. Donc, il y a le client qui va arriver, il a juste à sonner en dessous. Et une fois qu'il sonne à la porte de l'immeuble, ça s'ouvre automatiquement. Donc ça vraiment c'est cool. Donc ici, là quand on arrive, donc là c'est la porte d'entrée. Donc on arrive directement sur la cuisine, sur la gauche. Hop. Donc là on a tout ce qu'il faut, hein. Franchement il y a lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, il y a tous les équipements. On va pas tout casser. Bon, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à prévoir. Peut-être un peu tout nettoyer pour que ce soit propre pour les clients. Vous voyez, il y a un peu de saleté, mais voilà. Du ménage, ça, ce sera à prévoir dans tous les cas. Voilà. Donc le frigo, la plaque de cuisson. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien faire pour les plaques de cuisson, c'est mettre en place un tuto pour les clients parce que très souvent, ils n'arrivent pas, ils galèrent avec
les plaques de cuisson. Donc très souvent, moi ce que je fais, c'est ça, c'est que je mets en place un tuto où vraiment je montre étape par étape, en appuyant sur les boutons, voilà, comment il faut faire. Comme ça, même à distance, ils peuvent savoir comment utiliser la plaque et j'ai pas besoin de venir me déplacer pour qu'ils sachent comment utiliser la plaque. Donc ça, c'est important. Le petit coin repas, juste ici. Ok. Ensuite, on a le salon qui est voilà, quand même pas mal grand. Donc, voilà. Encore une fois, là, pas grand chose à prévoir, hein, honnêtement. Je pense que je vais faire un mur de couleur quelque part ici. Et comme ça, ça va rendre un peu plus, ça va être un peu plus beau, voilà, en termes de visuel et même sur les photos. Moi, je pense tout le temps photo. Sur les photos, qu'est-ce qui va bien rendre? Et là, si je mets un mur de couleur là, vous avez vu, j'ai repéré les rideaux verts. Si je mets une couleur qui s'accorde bien avec le vert, franchement, ça peut faire quelque chose de pépite. On continue. Donc là, on a la première chambre. Problème juste ici, c'est qu'il y a un dégât des eaux au-dessus. L'équipe de techniciens du propriétaire vont passer lundi, en début de semaine prochaine, pour pouvoir régler ça. Donc ça, c'est pas... je m'en occupe pas tout simplement. Et je ne paie pas le loyer tant que ça, ce n'est pas réglé. Donc ça, je me suis mis d'accord avec le propriétaire. Franchement, le propriétaire d'ailleurs, il est vraiment sympa. Super cool, il n'est pas prise de tête. On fait des trucs à la cool. Donc c'est lui-même qui m'a proposé. Enfin, en soi, c'est normal. Mais il y a d'autres propriétaires qui peut-être n'auraient pas proposé d'eux-mêmes. Et c'est moi qui aurais dû faire le pas en avant pour négocier ça. Mais lui, directement, il m'a proposé. Il m'a dit oui, tant que ça s'est pas réglé. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ici, tac. On a la salle de bain. Voilà, il n'y a rien de spécial. Et peut-être que même l'appartement, de manière générale, vous allez ne trouver rien de spécial. Mais on n'a pas besoin d'avoir un appartement hors du commun pour que ça cartonne sur Airbnb. Là, l'appartement, il est super bien placé. Je vais rajouter un peu de déco. Et puis c'est parti quoi. Donc vraiment il n'y a pas besoin d'avoir un super appartement luxueux. Non, ça fait largement l'affaire. Là on a la deuxième chambre, donc c'est un T3. Donc une petite penderie ici. Avec la chambre. Donc ça, petite astuce aussi. Là il y a un lit coffre. Et en fait on peut ranger tout le stock ici. Et ça vraiment c'est super pratique pour tout ranger pour la femme de ménage. Qui va passer. Donc là, elle a tout le linge, il y a tout ce qu'il faut et elle peut tout simplement tout ranger ici. Et comme ça, il n'y a pas, parfois il n'y a pas de rangement pour ça et c'est un peu galère, c'est un peu relou. Donc voilà. Là aussi, je pense que je vais mettre un mur de couleur, tout comme dans la première chambre. Et comme ça va donner un peu, parce que je trouve que ça fait trop noir et blanc. C'est un peu la déco. Vous voyez, un noir et blanc. Mais avec la couleur de la chambre, ça va embellir tout ça. Donc là, on a les toilettes, rien de spécial. Ça va être nettoyé. Donc voilà par rapport à l'appartement. Donc d'ailleurs, le contrat n'a même pas encore été signé. C'est ça le plus fou. J'ai même pas encore signé le contrat avec le propriétaire que j'ai déjà les clés. Ça vous prouve vraiment à quel point il marche à la confiance. Et donc on va mettre en place tout ça ce week-end, dans les prochains jours, pour pouvoir justement signer le contrat, etc. etc. Et puis voilà, donc encore une fois, c'est pas un appartement peut-être que vous allez trouver luxueux et il n'y a pas besoin d'un appartement luxueux pour cartonner sur Airbnb. Ce qui va faire votre succès sur Airbnb, déjà oui, il faut que quand même l'appartement il soit dans un bon état de manière générale. Mais il faut surtout que vous sachiez bien gérer votre annonce sur Airbnb. Gérer les prix,
avoir des belles photos, avoir une annonce optimisée, avoir une description optimisée. Il y a tout ça qu'il faut voir derrière. Il ne faut pas se dire que ok, c'est une annonce Le Bon Coin, je poste mon annonce et ok, ça va tourner. Non, il y a plein de choses, de paramétrage à mettre en place, d'optimisation pour que ça cartonne et que vous soyez tout le temps booké. Moi, sur mes appartements, en général, je suis à 85-90% de taux d'occupation. Et vraiment, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, je vais vous sortir mon PC pour pouvoir vous montrer un peu tout ce qui est statistique. Hop! Parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. On va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer un peu en termes de chiffres ce que ça va donner. Je vais vous mettre là, tac, hop, sur le petit PC. Pour l'analyse de marché. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bon, par l'analyse de marché, moi ce que j'utilise c'est principalement RDNA. Donc RDNA c'est un logiciel qui permet en fait, qui va scraper les annonces et les informations des annonces aux alentours du logement. En fait, il est connecté à Airbnb, il récolte toute la data, les taux d'occupation, les prix à la nuitée, les chiffres d'affaires que font ces appartements-là. Et en fonction de tout ça, il va justement nous dire, ok, à tel endroit, en fonction des appartements qu'il y a autour, tu peux générer tant de chiffre d'affaires. RDNA, ce n'est pas le seul logiciel à utiliser, mais c'est un des logiciels qu'il faut utiliser. Et donc, ça permet justement de faire son analyse de marché et de voir combien on va pouvoir générer avec un appartement. Donc, je vous montre tout ça, je me connecte au Wi-Fi. Donc, c'est parti justement sur l'analyse de marché. Combien cet appartement va me générer? Donc, tu vois, c'est ce site, RDNA. Tu peux aller consulter. Et en fait, il va te proposer tous les appartements qui sont correspondants au tien. Donc, 2 chambres, 1 chambre, 6 voyageurs, etc. Et tu vas pouvoir voir concrètement par rapport aux autres appartements combien les autres appartements génèrent. Vous voyez, on a le revenu potentiel, on a le prêt à la nuitée ici, on a le taux d'occupation, le nombre de chambres, etc. Et en fait, avec tout ça, tu vas pouvoir comparer ton appartement et pouvoir estimer combien tu vas gagner. Et justement, avec cet appartement, combien je vais pouvoir générer? La vraie question. Donc, on y est. Donc là, c'est un appartement qui est à 80 € la nuit. Moi, le taux d'occupation qui est juste ici, je ne fais pas attention parce que moi, je sais qu'il faut comprendre que sur RDNA, c'est les statistiques de toutes les personnes qui sont sur Airbnb et du coup, il y a des personnes qui sont professionnelles et il y a aussi également beaucoup de non-professionnels. C'est pour ça que moi, ce prix, ce taux d'occupation, je ne viens pas le prendre en compte. C'est juste le prêt à la nuitée qui m'intéressait auquel les appartements se louent. Et avec ce prêt à la nuitée, je vais tout simplement multiplier par 20 à 21 nuitées minimum parce que c'est le minimum que moi je fais sur mes appartements sur Airbnb. Et on voit que justement en faisant 85 fois 81, j'ai fait une moyenne en regardant rapidement les autres appartements. Donc 85, je suis parti sur comme prix moyen fois 21, ça nous donne 1785 € de chiffre d'affaires. On ne parle pas ici de bénéfices, on parle bien de chiffre d'affaires. À ça, qu'est-ce qu'on va enlever? Je te montre ça tout de suite. J'ai un petit tableau ici que j'utilise pour mon analyse de marché tout le temps. D'ailleurs, je le mets en place pour les personnes que j'accompagne. Donc, il va tout simplement falloir mettre ce 1785 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc, on va faire x 12. Tac, on est sur 21 420, disons 21 500 parce que je sais en soi que c'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment un minimum. Avec les strates qu'on met en place au niveau du pricing, au niveau des prix, je sais que je vais aller faire mieux que 21 500. Mais on va mettre 21 500, on va dire encore une fois que c'est le minimum. 21 500. Ça, c'est un appartement que je vais payer 950 € de loyer. Donc, on part sur 950 €. En termes de prestations de ménage, donc tu peux le voir juste ici, je vais être à peu près à… moi, ce que je fais, c'est que je multiplie par 5 le mètre carré et ça me donne à peu près ce que je vais payer par mois. Donc ici, on est sur, il me semble, 50 mètres carrés, quelque chose comme ça, ou 45. Ouais, on va prendre la tranche haute, vaut mieux toujours prendre la…
c'est une chose importante d'ailleurs, il faut toujours prendre les pires hypothèses sur votre analyse de marché. Comme ça vous permettra de justement de savoir déjà au pire des cas comment ça va se passer. Et si vous faites mieux, bah, c'est le jackpot. Ok, donc on continue. Donc 250 € de ménage par mois. Donc comme vous avez vu, hein, ici c'est la colonne mensuelle. Ensuite, en électricité, on va être, oui, pour un T3, c'est entre 120 150 € par mois à peu près. 40 € de box et 30 € d'assurance. Donc là, vous voyez mon bénéfice total à la fin de l'année, on va être à 4 820 € projetés. Donc ça va correspondre, je vous fais le calcul tout de suite, 4 820 divisé par 12, ça nous donne 401 € de bénéfices mensuels. Et ça, vraiment, c'est l'hypothèse vraiment atteignable et minimum que je vais pouvoir faire sur cet appartement. Et le reste, le surplus, bah, moi je sais que je vais pouvoir aller chercher des meilleures performances sur le marché de par mon expérience, les compétences que je mets en place sur mes annonces, etc. etc. Je ne vais pas vous faire tout un cours Airbnb, sinon ce vlog il va finir par être interminable. Mais vous pouvez voir ce qu'un appartement comme celui-ci peut rapporter en termes de bénéfices tous les mois avec quasiment 1 heure, allez, grand max, 2 heures par jour. Et vraiment, quand je dis 2 heures, vraiment, je suis très gentil pour la gestion d'un appartement. Un appartement, en général, ça vous prend même pas 1 heure par jour. Ça va dépendre, mais en moyenne, si on lise sur la semaine, un appartement, en termes de gestion, c'est moins d'1 heure par jour. Quand c'est bien automatisé, il faut également prendre ça en compte. Donc voilà, moi j'ai à peu près déjà fini tout ce que j'avais à faire dans cet appartement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long, que j'allais même devoir rester sur place, mais on dirait que finalement non. Donc je vais vous emmener avec moi acheter tout ce qui est linge et tout ce que je dois prévoir en termes de draps, etc. Je vais prendre moi toutes mes petites vidéos tuto que je dois prendre pour les clients, que ce soit pour le check-in, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la plaque de cuisson, etc. Et comme ça, moi je serai déjà prêt. Et ensuite pour tout ce qui va être intervention, en termes de petits travaux, etc. Il y a déjà la boîte à clés. J'expliquerai au technicien au moment où il vient comment accéder au logement. Il va faire son boulot, il va m'envoyer des photos à la fin de ses travaux. Et comme ça, moi, je sais que c'est fait. Donc, le but de cet appartement, c'est de le lancer d'ici 1 semaine. Donc, d'ici 1 semaine, c'est un appartement qui va être sur Airbnb et qui va commencer à rapporter de l'argent. C'est parti pour acheter le linge qui manque. On y va. C'est parti. Arrivé au magasin La Team, c'est parti, on y va. Donc, comme je vous ai dit, magasin BM. Le but, c'est quand même d'optimiser les coûts aussi et dans les ameublements, de ne pas faire des folies. Là, je vois ça. J'ai pas de prix. Non. Mais je pense que ça va être moins cher quand même. Il y en a 4. 4 c'est là. Bah tiens, je vous ai dit, chercher des casseroles. Des casseroles. Et c'est super important, pas se tromper. Moi, c'est des casseroles à induction qu'il me faut. Ah bah ça, c'est des nouveaux formats, ça. Je les ai jamais vus. Ouais, bah ça, c'est très bien, ça. Là, je vois, il y a tout ce qui est linge en face. Ici, ABM, la parure, vous pouvez l'acheter. Moi, j'aime bien prendre du 160. Du 160. Ok, on l'a ici. 11,99. Et comme je vous ai dit, je prends tout le temps du gris. Housse de couette, il va falloir en prendre. Housse de couette. Ah ben, ils sont là. Celui-là, j'aime bien le prendre. Je le prends souvent, celui-là. Il est pas mal. Des serviettes. Je viens de sortir le petit ticket de caisse qui est là. J'en ai eu pour 270 €. Et j'aurai quelques autres courses à faire aussi en commande sur Amazon. Mais je pense que pour tout ça, enfin pour meubler l'appartement, j'en aurai pas pour pas pour plus de 1000 €. Donc voilà.
courses finies, direction l'appartement. Ok, je viens de finir les courses, j'ai ramené tout ça là. Tout le reste qui va me manquer, je vais passer une commande sur Amazon. Comme ça va être livré directement chez moi. Et du coup, dans 5-6 jours, quand je vais revenir pour tout finaliser et tout ramener, ce qui va manquer, je profiterai justement pour ramener ce que j'ai fait livrer chez moi ici en même temps. Donc il n'y aura pas énormément de choses, hein. Ça va être des consommables. Qu'est-ce qui manque d'autre? Fer à repasser, sèche-cheveux, des petites choses comme ça, vous voyez. Donc là, il va manquer plus que ça. Du coup, la team, on est sur la fin, tout simplement. J'ai fini à peu près tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. On peut dire que la mission est accomplie et réussie. On est venu, on a visité l'appartement correspond à ce que je voulais. J'ai récupéré les clés, donc mission accomplie. Moi, il me reste que quelques petites choses à faire, ranger voilà, tout ça, faire un petit inventaire pour pouvoir commander les dernières choses qui vont manquer. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir vraiment la mise en place, parce que là, je vous ai vraiment montré voilà, la visite, l'appartement, mon trajet, etc., ma journée. Si vous voulez avoir plutôt avoir une partie 2 et voir comment je mets en place l'appartement, combien ça va me coûter, voir tout ça et que vous puissiez vous projeter dans la mise en place d'une sous-location, combien de temps ça va me prendre de mettre en place la sous-location. Si vous voulez voir tout ça, mettez un maximum de likes. Moi, ça va me permettre de voir que c'est quelque chose qui vous intéresse. Du coup, je tournerai la partie 2. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. On se dit à la prochaine vidéo.